merci aux organisatrices et aux organisateurs de ce colloque pour ce programme magnifique et puis aussi pour cet accueil très chaleureux. Et merci à toutes celles et ceux qui sont là en présence ou à distance. Voilà, donc c'est vraiment une joie de parler devant vous aujourd'hui. Et je vais vous parler des cueilleurs-tisseurs, c'est-à-dire des écrivaines et des écrivains qui font littérature sur YouTube, dans un héritage qui est double, qui se situe autant peut-être du côté de la littérature que du cinéma. Donc c'est un petit peu ça que je vais essayer d'interroger aujourd'hui. Alors dans une conception de l'iconothèque qui est très large, puisque finalement il va plus s'agir de vidéothèque que d'iconothèque, même si je ne fais pas la distinction ici entre les images qui sont photographiques et les images qui sont filmées, puisque parfois c'est entremêlé de façon indistincte par les écrivaines et écrivains eux-mêmes. Alors, dans la mouvance d'un pictorial turn tel qu'il a été énoncé par Mitchell en 1994, ces nouvelles pratiques d'écriture vidéo me semblent intéressantes en ce qu'elles placent l'image numérique au cœur d'une nouvelle façon de faire texte, mais aussi de faire image au sens poétique du terme. Et c'est ça que j'aimerais considérer aujourd'hui à travers l'ensemble des pratiques qui sont partagées par celles et ceux qui font aujourd'hui littérature. Il y a un écho. C'est bon? Je peux continuer à parler? Oui, merci. Super, merci beaucoup. Donc, celles et ceux qui font littérature sur YouTube, c'est-à-dire littératube, pour reprendre le néologisme de Gilles Bonnet. Alors, il va sans dire que je ne vais pas pouvoir traiter aujourd'hui le sujet de façon exhaustive. Je vais un peu laisser de côté la partie esthétique de l'image pour m'intéresser particulièrement aux gestes d'écriture pluriel et hybride de ce faire vidéo en tant qu'il s'intègre à l'écosystème de la plateforme YouTube. La question me paraît double. Elle porte d'une part sur la fabrique des images numériques, depuis leur collecte jusqu'à leur tissage, ce dont je vais parler principalement, et elle pointe d'autre part les usages de l'iconothèque numérique par certains ou certaines écrivaines et écrivains, lesquels contribuent au façonnement de l'environnement numérique par la publication, voire la remédiation de contenu. Et j'ai oublié de le préciser, les écrivaines et écrivains YouTube que je vais citer aujourd'hui sont tous répertoriés dans ce répertoire assez récent, collectif, que nous sommes en train d'établir dans le cadre des rencontres nationales écrivains et YouTube qui est organisé à Évry en mai prochain. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le site littératube.net. Ça vous permettra d'avoir un répertoire des chaînes et des écrivaines et écrivains qui sont aujourd'hui engagés dans une pratique de littérature sur YouTube. Alors, si le processus de fabrique des images me semble primordial dans cette démarche littéraire, c'est que l'écrivain adjoint au geste d'écriture celui du filmeur. Je vais commencer par là, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement celui qui énonce, il est aussi, et peut-être même avant tout, celui qui regarde. Que l'on s'intéresse aux vidéopoèmes de Mylène Tournier et de Gracia Bejani, aux narrations de Gwen Deniel et Yann Matt, aux journaux filmés d'Arnaud de la Cotte, de Michel Brosseau, de Pierre Ménard, qui m'arrêtera si je dis trop de bêtises. Les images sont très largement des images filmées ou photographiées par l'écrivain lui-même et obéissent de fait à un même régime auctorial que le texte que ces images accompagnent. Plus encore, ces images semblent souvent guider le texte comme si l'œil servait d'amorce au mouvement de la parole. Pour commencer, je vais vous montrer deux exemples, alors des bribes, parce que je sais que je n'ai pas le temps de m'attarder. Si ça fonctionne, je vais normalement basculer sur YouTube. Ici, un très court extrait d'un vidéopoème intitulé « À la fois l'arrosoir et le parapluie » de Mylène Tournier. Vivre se rallonger un grand problème. Le ciel nous est là-haut comme une carafe qu'une main tient sans verser. Et l'eau en bas versée entre la genèse initiale des villes. La ville statique autour de son fleuve comme fil d'électricité dans le circuit imprimé. Jour, nuit, fleuve et ville. Vivre, c'est longer un problème sans voir qu'on tient à la main aussi la solution, l'arrosoir qui mouille et le parapluie qui sèche. Voilà, je m'arrête là, je vous invite évidemment à consulter le reste de ce vidéopoème. Et deuxième extrait, si j'arrive à m'extraire au sens propre, comment
ne sais pas où la touche échappe sur ce clavier, pardon. Il n'y a pas de touche échappe. On ne peut pas s'échapper. Je parle pas la langue. Pardon, c'était pour basculer sur le... Mais là, vous êtes sur votre desktop, donc... Puis là... Je vais juste échappe. Merci beaucoup. Je vais vous demander la même chose dans 30 secondes. Et donc, deuxième extrait de Écrire par terre de Gracia Dejani. Ah, non, pas du tout. Ah, ça ne marche plus. Ouais, des fois, les liens, quand on les importe comme ça, ils fragilent un peu. Super. Ça va. Merci. Écrire, piétiner la langue, la mettre en pièces. Écrire par terre pour déterrer le sens. Arracher les mots à la gravité. S'éparpiller comme pensée éclatée. Écrire serait tomber par morceaux, comme en automne. Bon, là aussi, je m'arrête là, je suis désolée. C'est très, très courts extraits. Super, merci. Je ne fais plus jamais ça, c'est fini. Je m'arrête là. Donc, on le voit à travers ces exemples, hein, ces images ont une fonction matérielle importante puisqu'elles ouvrent à cette possibilité d'enregistrer le réel tel qu'il advient et le saisir dans l'immédiateté de l'expérience vécue. Elles représentent le monde éprouvé par l'écrivain, capté sur le vif dans le surgissement de son apparition. À cet égard, le développement des technologies nomades a joué un rôle majeur dans l'extension de ces pratiques. Car à la marge des standards cinématographiques, la vidéoécriture se fait plutôt dans le sillon du pocket film, c'est-à-dire que l'écrivain filme avec un appareil compact, petit appareil photographique ou téléphone portable, de manière à fondre son geste de filmeur à ses gestes quotidiens. L'intermédiaire technique se fait le plus discret et malléable possible dans le prolongement de l'œil et de la main sans préparation ni mise en scène du réel. D'une certaine façon, la dimension compacte et mobile de ces appareils vient nourrir l'imaginaire d'une prothèse technologique, pour reprendre un terme de Stigler, apte à faire fusion avec le corps. La médiation par l'outil qui enregistre et stocke l'image s'efface devant un fantasme d'immédiation au plus près de la perception sensorielle du filmeur. L'image enregistrée se veut ainsi un fragment du réel, non pas fabriqué ni transformé, mais saisi tel quel, dans toute son authenticité et sa contingence. Je cite Arnaud de Lacotte qui écrit à propos de ses propres pratiques « Le filmeur n'interrompt jamais le cours des choses. Il les prend comme elles arrivent. Parfois, il anticipe, se pose, cadre, laisse venir, mais la plupart du temps, il saisit le monde dans la surprise et la précipitation. » Cet effet de prise spontanée, en cherchant à invisibiliser autant que possible le processus de médiation, permet de revendiquer une écriture du corps entendue comme lieu d'interaction avec le monde. L'écrivain-filmeur saisit le réel du regard, de l'ouïe et de la main. Ainsi réactive-t-il la fonction haptique d'une écriture qui ne veut pas seulement donner à voir, mais aussi donner à toucher le monde. Par là, c'est aussi une mutation du support écrit qui s'opère, c'est-à-dire que l'écrivain, via la prise de vue, semble écrire à même les images, soit, pour reprendre là aussi une expression d'Arnaud de Lacotte, à même la peau du monde. Écriture du contact, l'écriture vidéo cadre un réel sur lequel l'écrivain cherche à apposer son empreinte. Dès lors, la collecte des images s'opère a priori sans préméditation, sans projet fixé en amont, dans le mouvement du monde, si l'on attache à la notion de mouvement une acception autant spatiale que temporelle. C'est-à-dire que l'écrivain filme d'après ses déplacements et la mobilité de son corps, mais aussi dans le temps qui passe et que la mécanique cinétique de la vidéo va chercher à rendre. Au cours d'un entretien mené par François Bon, Mylène Tourny explique sa démarche poétique en ces termes, je la cite, « Je marche, je filme et j'écris, dans cet ordre-là, avec l'idée de marcher aussi pour filmer et filmer surtout pour écrire. J'efface les rushs vidéo le soir même et recommence le lendemain dans un 1001 jours de Danaïde et citadine.
C'est l'outil et la limite de l'outil qui me fournissent presque ce cahier de surcharge. La mémoire et le manque de stockage de l'iPhone m'obligent à traiter le soir même les vidéos du jour. Dans cet ordre des choses, la marche, on le voit, est partie prenante du geste d'écriture. C'est elle qui permet la collecte spontanée d'images effectuée au hasard d'un parcours et d'une attention portée à l'environnement. En permettant cette rencontre avec le réel, elle pose d'emblée l'écriture in situ en contexte. Cette figure de l'écrivain arpenteur se retrouve souvent sur YouTube. Citons les déambulations d'Anne-Math dans les rues de Saigon, les explorations urbaines de François Bon, les dérives de Gwen Deneuve, etc. Outre la forme de performance qu'elle peut acquérir lorsqu'elle est mise en scène, ce qu'on retrouve assez spécifiquement dans les vidéos de Mylène Tournier, la marche est une façon pour l'écrivain d'aller au réel, de s'ouvrir à lui, de placer l'écriture au sein d'une interaction vive entre intérieur et extérieur de soi. Cette mise en acte de la perception rejoint une approche un peu phénoménologique du monde, selon laquelle, je cite Merleau-Ponty, la vision est suspendue au mouvement, en insistant sur cette co-implication du regard et du corps mobile. Elle s'inscrit également dans l'héritage de l'art marche, tel qu'il est pratiqué à la fin du XXe siècle. La collecte d'images, alors, s'apparente à une sorte de sérendipité, on en parlait juste à l'instant, donnant la création d'emblée comme expérience vécue. Le regard peut ramasser, cueillir, collectionner le réel parcouru grâce aux technologies nomades qui se déplacent avec lui. Les images enregistrées deviennent à la fois documents d'un monde et traces d'un passage. Elles se stockent temporairement sur la mémoire de l'appareil, plus durablement sur disque dur, sous forme de rush aussi innombrable que le réel est illimité. Par ce cumul, parfois réalisé sur des mois, parfois même sur des années, elles en viennent à construire une archive du réel expérimentée par l'écrivain. L'idée d'une temporalité reconstruite par l'image est notamment très présente dans les pratiques de journal filmé. Michel Brosseau, dans son journal du 1er janvier 2021, dit en voix off: la mémoire des images se superpose au réel. Et un peu plus loin, tenir ce journal, c'est davantage prendre conscience du palimpseste que nous sommes. Filmer en mouvement, ce n'est donc pas seulement multiplier les lieux, étendre les espaces, mais c'est aussi produire une matière temporelle à travers les strates du regard avec lequel ensuite l'écrivain va être amené à écrire. En plus de cette collecte sur terrain physique, l'écrivain a par ailleurs la possibilité, et ça me semble important, de puiser dans des collections numériques déjà constituées, soit des dossiers personnels et privés comme des archives familiales, soit des médiathèques et des hébergeurs de contenu public, donc on pense aux plateformes, YouTube évidemment, Vimeo, et aussi des banques de stock footage sur lesquelles se trouvent un certain nombre de photos et vidéos libres de droit, sans mentionner bien sûr toutes les pages de contenu dans lesquelles nous pouvons piocher plus ou moins légalement pour nous réapproprier le contenu. La déambulation numérique, à laquelle Louise Merzot associe la notion très poétique de flânerie, vient dédoubler les formes d'arpentage. L'écrivain est amené à parcourir le web, alors on pense à toutes ces métaphores d'exploration et de navigation qui ont bâti l'ontologie du net, et à parcourir aussi ses propres disques durs, puis à glaner des images en téléchargeant, en déplaçant, en renommant. Le caractère manipulable des fichiers numériques ouvre à une juxtaposition des temps et des espaces, si bien que la vidéothèque de l'écrivain, par définition ouverte et évolutive, est vouée à faire coexister sans distinction des images de la sphère publique et privée, inédites et patrimoniales, nativement numériques et remédiées. Ainsi, l'écriture est placée d'emblée à fleur d'un réel, on pourrait dire composite et collectif. Une fois créées, collectées, stockées, les images numériques forment des matériaux bruts avec lesquels l'écrivain se met à écrire. C'est dire ici que le texte ne préexiste pas du tout à la vidéo-écriture, mais qu'il va émerger avec elle, par elle, au moyen des images et des sons. En ce sens, l'objet littéraire n'est moins d'un projet et d'une forme fixée a priori en amont que des matériaux eux-mêmes et du mouvement qui va émerger de leur rencontre. Il se situe du côté du bricolage tel qu'il est théorisé par Lévi-Strauss, c'est-à-dire de la récupération et du recyclage de signes déjà là. Dans cette acception qui surpasse très largement les questions de pratique amateur, auxquelles on réduit souvent ce terme, le bricoleur parle, je cite Lévi-Strauss, non seulement avec les choses, mais aussi au moyen des choses. C'est-à-dire qu'il fait parler le réel et se fait lui-même parler en tant qu'il est partie prenante de ce même réel. Inscrire l'écrivain YouTube dans cette pratique créative du bricolage, c'est se détacher d'une conception à la fois logo et égocentrée de la littérature.
Les images prises comme matériaux viennent directement contribuer au façonnement de l'œuvre littéraire en étant recyclées, remaniées, réinvesties par l'écrivain. Dans cette intermédialité, l'écriture a lieu sur la table de montage. Elle se réalise dans l'assemblage des éléments multimédia qui entrent en relation et créent ensemble un nouveau système de signification. Par analogie, on pourrait invoquer une écriture par recyclage telle qu'elle a toujours existé. On pense notamment aux reprises de citations homériques chez Virgile ou aux pratiques de cut-up chez Burroughs, etc. Mais sans récuser cette parenté, ce serait plutôt du côté d'une théorie des images telle qu'elle s'est développée au XXe siècle avec des grands théoriciens comme Barbour, Benjamin, et aussi des cinéastes pionniers comme Eisenstein, que l'écriture vidéo me semble trouver sa plus juste filiation. L'écriture se fait sur la table de montage, donc par la mise en relation des matériaux multimédia, soit, pour reprendre l'origine même du mot texte, par tissage. Ce sont ces liens tissés qui font apparaître des images nouvelles, des images poétiques, non pas seulement par sa surface visible, mais fondamentalement, comme l'écrit Baudelaire, on reprend ici une tradition poétique, par les rapports intimes et secrets des choses, les correspondances et les analogies qui échappent au seul regard. La mise en relation d'éléments hétérogènes, réclamée par la nature même du format vidéo, opère au plan sémantique un déplacement qui est finalement assez proche de celui qu'Aristote reconnaît à la métaphore, c'est-à-dire que les liens tissés au montage créent un écart entre le regard ordinaire porté sur les choses et le sens qui leur est donné. La dimension textuelle de la vidéoécriture prend d'ailleurs ici tout son sens, puisque c'est généralement dans la relation verbo-iconique que va s'opérer ce glissement, cette mise en mouvement des signes qui, en se rencontrant, viennent faire image. Si j'ai le temps, je ne sais pas où j'en suis, c'est un peu la catastrophe. Non mais... Prenons un extrait de la vidéo de Mylène Tournier que je vous ai montré en partie tout à l'heure. Alors l'énoncé, puisque naître, c'est avoir écarquillé sa mère comme un œil, simultanément affiché à l'écran et dit en voix off par la poétesse, vient se superposer à la photographie manifestement empruntée à une affiche publicitaire d'un œil de jeune femme. Ici, l'écart créé par la mise en relation du texte et de l'image est à la fois médiatique et sémantique. C'est-à-dire qu'il y a dans le texte un lien de type analogique, d'abord, qui est établi par comparaison entre la venue au monde et le regard. Mais ce qui apparaît, c'est-à-dire l'image poétique dans sa totalité, est plutôt intermédiale. Elle surgit de la co-implication du visuel et du verbal. Dans le regard que le lecteur est amené à poser, à travers celui de Mylène Tournier, sur cet œil en papier glacé, retouché, tel qu'on en rencontre si souvent dans l'espace public que généralement on n'y fait plus attention, au point que cet œil ne fait plus visage, mais dont le regard ici se trouve pourtant réactivé par la remédiation à la façon d'un miroir qu'on nous tend. Le transport métaphorique n'a donc pas seulement lieu au plan lexical, il déplace aussi le regard du lecteur qui, au moment du visionnage, se réapproprie ce qu'il voit à travers l'image poétique. Et cette dernière œuvre dans l'expérience même du visionnage en invitant, par une mise en acte immédiate, à réinvestir le sens de ce qui est vu, et donc à réimaginer le réel en se glissant dans les yeux du voyant, si on peut reprendre là aussi une grande figure handelienne. Aussi, la table de montage de l'écrivain est-elle tissage de liens intermédiatiques par lesquels s'accomplit l'écriture. C'est par elle que les matériaux vont se transmuer en mouvement, les images collectées en images poétiques. La notion de tissage rend visible cette nature du texte comme trame, comme génération de l'œuvre à partir de ces relations, sans doute à la façon dont Eisenstein entendait le montage de façon organique, par opposition à une conception mécanique. Tim Ingold, il y a quelques années, a défendu d'ailleurs cette approche somme toute organiciste à partir de l'artisanat. Je le cite: « Substituer le tissage à la fabrication, c'est substituer le mouvement à l'idée. C'est admettre que le mouvement joue un rôle primordial dans la production de l'objet, qu'il ne se contente pas de dévoiler un objet déjà présent dans une forme idéale,
C'est l'alarme incendie, c'est très rassurant. Vous employez les grands moyens pour nous. Pardon, du coup, je reprends la citation. C'est admettre que le mouvement joue un rôle primordial dans la production de l'objet, qu'il ne se contente pas de dévoiler un objet déjà présent dans une forme idéale, conceptuelle ou virtuelle préalable au processus qui le révèle. En ce sens, le tissage nous permet de mieux saisir la façon dont la vidéoécriture naît de cette mise en dialogue des matériaux qui va créer son mouvement interne plutôt qu'elle ne réalise un projet formel décidé a priori. La vidéo va croître au fil des relations dans l'interaction des éléments multimédia et elle s'anime depuis l'intérieur des images poétiques qu'elle génère. J'en arrive à mon dernier point, les cueilleurs-tisseurs, pour reprendre le titre de cette intervention. Alors, aussi facétieux soit-il, ce terme permet d'aborder l'écriture YouTube à partir d'une praxis. L'écrivain équipé grâce aux technologies numériques collecte les choses vues, puis les remobilise au sein d'un maillage hybride. Il écrit par conséquent à partir d'une expérience momentanée du monde à laquelle il prend part en y mêlant son souffle, sa voix, sa langue. Le réel glané devient, par l'écriture vidéo, réel expérimenté. L'expression de cueilleur-tisseur renvoie aussi plus fondamentalement à une manière de se tenir, de structurer sa relation au milieu, et c'est ce qui m'intéressait ici pour finir. Elle permet d'insister sur la dimension anthropologique du geste de la vidéoécriture, qui, par l'intermédiaire technologique, reformule aussi une façon de dire et d'habiter le monde. Ce double geste de la cueillette et du tissage rompt avec l'imaginaire traditionnel d'une création accouchée du sujet vers l'objet. Il engage plutôt une vision écologique de l'écriture qui consiste pour l'écrivain à porter attention et à faire avec ce qui l'entoure. Ce dernier lie, au sens de lier, et se relie. De fait, il inscrit l'œuvre dans une interaction immédiate entre intérieur et extérieur de soi, qui affirme son appartenance au monde. Et je reciterai là encore Tim Ingold. Pour résumer, dit-il, percevoir l'environnement, ce n'est pas rechercher les choses que l'on pourrait y trouver, ni discerner les formes solidifiées, mais se joindre à elles dans les flux et les mouvements matériels qui contribuent à leur et à notre formation. Or, l'espace numérique, a fortiori la plateforme qu'est YouTube, renouvelle cette pensée d'un habité par la circulation et le tissage de flux. Qu'elles aient été prises dans le monde physique ou directement en ligne, les images intégrées au montage vidéo acquièrent d'emblée un statut de commun. Elles ne sont pas seulement investies par la parole de l'écrivain, elles ont vocation à être publiées, soit d'une certaine façon remises en circulation sur un réseau social qui, selon André Günther, obéit à, je le cite, un principe de collectivisation de contenu, de sorte qu'il constitue aujourd'hui le plus grand conservatoire de la part vivante de notre culture visuelle. Par là, si on reprend se joindre aux choses dans les flux et les mouvements matériels de Tim Ingold, c'est aussi pour l'écriture littéraire sur YouTube intégrer un espace iconotextuel collectif et dynamique, structuré par les usages, les contenus et les échanges des utilisateurs. L'enregistrement et le collectionnement des images, sorte d'archivage d'un réel vécu, forment une mémoire partageable que l'écrivain réinscrit dans le collectif. À cet égard, l'usage de YouTube se fait en creux des usages habituels. Si l'écrivain s'inscrit dans ce déferlement d'images, il va en bouger lui-même les lignes en cherchant à remobiliser une attention, un regard et une signification de l'image numérique. L'écriture littéraire à partir d'images de l'ordinaire, du quotidien, soit de lieux communs qui saturent déjà les réseaux sociaux, joue en deux temps. D'une part, elle redonne à voir, elle resémantise l'image numérique triviale en la reliant aux éléments du monde qui vont constituer son épaisseur et même son espace-temps. Et d'autre part, elle propose par le biais de l'image poétique la réimagination d'un réel qui est commun à tous. Autrement dit, elle cherche à restaurer un accès au monde par l'image numérique. Elle reformule un regard qui soit aussi relation et grâce auquel il nous est encore possible d'habiter au sens de tenir, se tenir parmi tout ce qui nous entoure. Je vous remercie.